La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Hello à tous, ravi de vous accueillir sur ce nouveau podcast d'OVNI, un podcast un peu spécial parce qu'on n'est pas deux comme d'habitude, mais on est trois. J'ai notre invité du jour, Julien Mangeard, et j'ai un des cofondateurs d'OVNI et operating partner, Alexandre Génie, qui vient me prêter renfort parce qu'on va rentrer dans la technique. Welcome à tous. Euh, Bonjour. Julien, donc on se faisait la réflexion avant de lancer sur Rec que ça faisait 1 an jour pour jour qu'on s'était parlé pour la première fois. Exactement. Et tu as une approche assez directe, hein, je crois LinkedIn au début, et puis on Exactement. a basculé par téléphone, où tu m'as dit j'ai vu passer votre podcast J'ai regardé tous tes podcasts dans pour être mon flux précis. d'actu, Ouais, et je me suis téléchargé la liste et j'ai un peu tout écouté et ça m'intéresse d'investir. exactement. Et j'ai flashé sur l'équipe, sur le projet, l'état d'esprit et on s'est vu le jour même d'ailleurs, je crois, ou le lendemain, je sais plus, mais tu m'as répondu assez rapidement et on s'est retrouvés à Vivatech qui arrive bientôt Ah oui, d'ailleurs. c'est vrai, ouais. Quand on enregistre, je sais pas quand tu diffuseras, mais c'est Vivatech arrive Ouais, on bientôt. devrait tomber en plein dans Vivatech, ouais. Exactement, et j'ai sauté dans l'aventure OVNI, à ce moment-là, et sans aucun regret, c'est Génial, merci de ta confiance. Pour l'expliquer, c'est vrai que ce qui nous a plu aussi, parce que vous, les LP, sélectionnez les fonds, mais les fonds aussi sélectionnent aussi leurs LP. En tout cas, ils les sourcent, ils les choisissent, ils discutent avec eux. C'est ton background technique. Je pense qu'on doit avoir une quinzaine, vingtaine de souscripteurs dans le fond qui ont un vrai bagage technique. Et donc, l'objectif de ce podcast, c'est que tu nous racontes ça, un peu ton super. parcours, ce que tu as fait dans des très belles maisons comme VP, et aujourd'hui, ton aventure entrepreneuriale. Il y a une formule toute simple qu'utilise Mathieu, Stéphanie sur tous ses podcasts, c'est je te propose de te présenter. Si ça te va, on la reprend. OK. Est-ce que tu veux bien te Ben, présenter, Julien? bien sûr. Moi, je me définis comme quelqu'un, d'extrêmement, curieux avant tout, et qui aime bien résoudre des problèmes. Et il se trouve que généralement, être curieux, résoudre des problèmes, on s'aperçoit assez rapidement qu'on peut pas faire, résoudre la plupart des problèmes seul, donc il faut le faire en équipe. Et ce qui m'a amené aussi à m'intéresser énormément sur, comment, aligner, les planètes entre plusieurs personnes talentueuses pour résoudre des problèmes ensemble. Donc c'est un peu mon truc, quoi. C'est-à-dire de toujours essayer de regarder, tu vois? Là, j'essaye de comprendre un peu à quoi servent tous tes appareils, et voilà. Et ça m'a amené à plonger dans l'informatique, très tôt. J'ai fait Epitech, une école d'ingénieur. Heu, j'ai, eu la chance de travailler, en fait, avec ou pour différentes startups, en fait, assez tôt, dans ma carrière. J'ai rejoint un groupe qui s'appelait Rentability Web, qui était, un très grand incubateur de startups qui ont donné des belles entreprises avec des belles exits qui m'ont permis, de toucher à tout, au bancaire, au marketing, au télécom, et j'ai eu l'occasion, aussi dans cette expérience de devenir, CTO de ce groupe-là, d'être aussi CEO de la filiale télécom. On a Tu tu quelques tu vas trop vite là. Comment tu rencontres le fondateur? C'était Jean-Baptiste Descroix-Vernier, c'était ça, ou? Jean-Baptiste Descroix-Vernier, ouais. Voilà. Un personnage, enfin exceptionnel qui m'a appris énormément de choses. Comment je le rencontre? Je saurais plus te dire le moment de la rencontre. Je crois que on a été présenté par quelqu'un qui s'appelle Romain Perra, qui avait, des besoins. À la base, je suis rentré dans son groupe comme, administrateur système et réseau, hein, donc vraiment, tout en bas de l'échelle. Et ils avaient besoin, en fait, pour leur filiale télécom, en fait, de développer un certain nombre de choses, domaines que tu connais bien. Et progressivement, bah, je me suis, distingué par, certaines actions de leadership de projets que j'ai réalisés, et je me suis retrouvé assez rapidement CTO du groupe. En tant que CTO, j'ai rejoint, en fait, le comité exécutif où là, ça parlait énormément finance. Je me suis dit: «OK, je comprends pas vraiment tout ce que les gens racontent». À Epitech, j'étais vraiment très, très focalisé sur, la technique, avoir une grosse culture générale dans l'informatique. Je me suis dit: «Faut quand même compenser ce manque», et j'ai, décidé de faire un executive MBA à ce moment-là.
et de cet executive MBA, ça m'a donné je pense que le côté, devenir entrepreneur un jour est vraiment né ce jour-là. J'ai eu la chance, chez Rentability Web, que Jean-Baptiste me fasse confiance et me confie les rênes de sa filiale télécom en tant que CEO. Là, j'ai vraiment eu l'opportunité, en fait, de run un business, de le faire grandir. On l'a plutôt fait, super bien grandir en 2 ans. On a doublé le chiffre d'affaires et heu et voilà et ça a vraiment, en fait, mis des marqueurs importants en moi sur, la tech au service du business. Comment tu fais pour arriver à mettre la bonne organisation humaine pour atteindre des objectifs business? Avant, je me focalisais essentiellement sur résoudre des problèmes techniques et là, du jour au lendemain, je me suis trouvé à dire: «OK, je vais résoudre des problèmes business» et je pense que ça a un peu tout changé, dans ma vision de voir les choses. Ça a aussi énormément influencé évidemment mon parcours par la suite, chez Vente Privée qui est devenu VP. C'est une très belle entreprise qui a racheté, beaucoup, beaucoup d'entreprises, en France et en Europe et j'ai vraiment toujours eu, à cœur en fait de mettre les équipes tech de VP, sur, résoudre des problèmes business. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime finalement en fait, dans mon projet entrepreneurial. On part d'un constat en fait sur un problème technique dont on parlera un peu après, et tout mon point, c'est comment est-ce que, je vais résoudre ce problème-là, et comment on va créer le bon produit, la bonne organisation humaine pour pouvoir, résoudre ce problème. Dans une organisation comme Rentability Web, où toi, ce que tu as dû connaître, Alexandre, type infogramme, et cetera, comment on choisit, qui est le bon CTO? C'est quoi les critères selon vous qui font que, allez, je suis, aujourd'hui le boss d'une des startups, d'OVNI qui est en hyper croissance. J'ai 40 personnes, je vais passer à 100 personnes et 150 personnes. J'ai plusieurs, candidats, profils en interne qui peuvent prétendre à cette casquette un peu de CTO. C'est quoi pour vous 2 qui avez ce background tech, le les bonnes qualités d'un CTO? Tu veux répondre en premier. C'est je vais répondre en te posant une question, en fait. Dans le parcours, je suis assez impressionné par pas mal de sujets que tu mélanges. Le sujet, j'aimerais bien connaître ta définition de leadership, parce qu'il faut avoir un leadership même en tant que CTO, justement, pour Mmh. pouvoir embarquer les équipes et le côté business, voilà, résoudre des problèmes business et ça correspond vraiment au triangle d'une boîte qui marche. Désirabilité, les gens le veulent, faisabilité, qu'est-ce qu'on peut faire et viabilité, qu'est est-ce qu'on peut gagner de l'argent là-dessus? Donc très curieux d'avoir, Bah, déjà ta définition de leadership qui répondra peut-être à la question. OK. Pour moi, le leadership, enfin et le management de manière, générale, d'arriver à donner les moyens aux équipes avec lesquelles on travaille d'atteindre leurs objectifs, en fait. C'est-à-dire d'arriver à leur montrer, quels sont les bons objectifs, à achieve, quel est le bon ordre de priorité et d'arriver à être suffisamment inspirant. Alors ça peut être sur plein d'aspects, hein, sur des aspects techniques, sur des aspects, humains, de culture, pour amener en fait, ces personnes dans une aventure collective et de sortir victorieux, en fait, de cette aventure collective, en fait et pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, c'est, souvent, on a tendance à surpondérer le rôle du leader, en fait, dans une entreprise. Je pense que c'est sa capacité numéro une, c'est surtout d'arriver à obtenir le meilleur de tout le monde, en fait et à bien s'entourer et à s'assurer qu'en fait, ouais, chacun, fasse, la bonne chose au bon moment, en fait c'est essentiellement montrer la direction pour moi. Et donc c'est vrai pour un CEO, mais c'est vrai pour un CTO. Donc si on zappe, la partie Rentability Web parce qu'on va aller quand même sur ton projet entrepreneurial, Mmh, ça va être l'essentiel de l'épisode. Ensuite, tu es passé chez Vente Privée. ouais. Tu avais quoi? Tu avais 1 200 personnes sous toi? Alors ça, il y a eu différentes phases, en fait. Quand je suis arrivé, c'était une équipe qui était beaucoup plus restreinte. Chez Vente Privée, il y a eu des enjeux, en fait, on a racheté, on a fait l'acquisition de beaucoup d'entreprises, des copycats de Vente Privée, en fait, qui faisaient exactement la même chose dans différents pays. Vente Privée a aussi racheté, en fait, des sociétés, en fait, qui, opéraient dans des secteurs, en fait, qui pouvaient être, commercialisés, par exemple, sur le site et oui, on est au maximum, en fait, de l'équipe. On est monté à 1 200. Ça a pas duré très longtemps parce que, qui dit rachat, dit aussi, rationaliser à certains moments et donc je pense qu'en termes de leadership, c'est aussi important d'être capable d'amener l'équipe à la faire grossir quand c'est nécessaire, mais aussi à la réduire en taille quand c'est nécessaire et c'est souvent le piège de beaucoup d'entreprises.
de faire croître les équipes indéfiniment et de jamais en fait, se poser la question de temps en temps: «Est-ce qu'il ne faut pas que je réduise pour obtenir en fait, plus de performance?» et c'est Il faut et du courage pour ça? Est-ce que il faut du courage pour être un bon CTO? je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre des risques, ouais. Je pense et puis en fait, j'aime pas trop opposer le CTO et les autres, leaders, business en fait d'une boîte. Pour revenir un peu sur aussi ta question de tout à l'heure, je pense que la plupart des problèmes, en fait, sont des problèmes business à résoudre et la technique, en réalité, c'est rarement le problème. En fait, enfin et je dis ça avec un biais qui est celui, de l'ingénieur qui a fait des études d'informatique où évidemment, la plupart des problèmes techniques à résoudre sont assez simples. Mais en réalité, dans une boîte, surtout quand tu as les moyens, tu embauches généralement des gens qui sont extrêmement compétents techniquement. Le choix de la technologie, le comment je l'implémente, le évidemment, c'est une somme de petits challenges à remplir, mais généralement, c'est pas le problème principal à résoudre dans une boîte. Le problème principal, généralement, c'est que tous les gens du business, aillent dans la même direction. Moi, un conseil, j'étais avec des CTO de start-up hier, on a eu une discussion super intéressante, et il me demandait, mon principal conseil. Je me disais: «Mon principal conseil, il est limite pas, sur la technique. Mon principal conseil, il est, entourez-vous de pairs côté business qui ont une démarche d'ingénieur», c'est-à-dire pas forcément des ingénieurs de formation, mais en tout cas qui ont cette capacité, en fait, d'avoir une analyse dichotomique, qui ont cette capacité de vouloir toujours régler des problèmes, les optimiser et ainsi de suite. Et qui ont surtout une vraie volonté, driver la technologie, en fait. De pas considérer que c'est un truc exogène, mais que c'est un truc qui est vraiment fait partie de leur activité. Chez Vivi, je pense qu'à là, l'exco qui est actuellement en place, c'est vraiment, des personnes extrêmement compétentes et tous, ils ont vraiment ça en eux, porter les sujets techniques à leur niveau, en fait. Et ça, dans une boîte, ça fait une vraie différence, en fait. C'est-à-dire quand, tu as le patron ou la patronne du commerce, qui, prend les sujets techniques, va défendre la roadmap technique, auprès de ses pairs, auprès de l'exco et que c'est pas uniquement le sujet du CTO, mais que ça devient le sujet de tous les managers de la boîte. Intrinsèquement, c'est cette dynamique-là qui amène une boîte, vers le succès. Et donc pour en venir peut-être un peu sur les startups, moi le conseil que je leur donne, c'est ne faites pas l'erreur d'embaucher des gens qui n'ont jamais rien build dans des grosses boîtes et qui n'ont fait que run ce que certains autres avaient build par le passé. Prenez des gens qui aiment résoudre des problèmes. Prenez des gens qui, ont cette capacité dichotomique d'analyser des problèmes, de les réduire en problèmes plus simples et qui ont une capacité d'optimiser. Parce que le contraire de ça, c'est des gens qui ont pas build, qui ont run, donc ils savent pas exactement comment réarriver dans la situation dans laquelle ils étaient dans d'autres expériences. Et c'est aussi la culture je suis important parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon équipe et c'est contraire avec le côté: j'essaye d'optimiser, d'avoir le truc le plus lean possible qui va le plus vite possible. Parce que plus je grossis, plus je deviens lent, plus je suis petit, plus j'accélère. Et donc c'est fondamentalement, je pense, le conseil que je donnerais aux gens qui nous écoutent, qui ont une start-up, c'est de faire attention de recruter des gens seniors, côté business, mais avec ce bagou-là, pour résoudre des problèmes et avec une démarche ingénieur, même si, faire attention parce que ça peut être mal pris. C'est vraiment pas le côté genre: «J'ai fait des études d'ingénieur», mais c'est le côté, «Je suis une personne qui, pour ce business-là, considère que la technologie fait partie de mon problème», parce que c'est le cas dans la plupart des Mmh. business aujourd'hui, heu C'est le cas chez les VC aussi aujourd'hui. alors, on peut faire un parallèle intéressant chez les VC, et je le vois moi, sur la levée de fonds récente que j'ai fait. Sincèrement, au bout d'un quart d'heure, je savais en face de moi, si j'avais des gens qui comprenaient un tout petit peu, la technique et qui étaient, tu vois, qui savaient un peu, ce qu'ils allaient acheter, qui savaient, tu vois, comment est-ce que eux mêmes allaient, réussir. Parce qu'en fait, tu ouais, enfin, c'est un vaste sujet pour les VC, mais en fait, en fait, au bout de 15 minutes, je savais si c'est des personnes qui allaient faire semblant de comprendre ce que j'étais en train d'essayer de résoudre, qui le comprenaient vraiment ou qui le comprenaient pas, mais qui, en tout cas, avaient la capacité d'apprendre assez vite, en fait, tu vois, quel était le problème et comment est-ce qu'on pouvait le faire. Et en fait, ça fait une vraie différence parce qu'en fait, tu as évidemment envie de travailler avec des gens, qui, ont envie d'apprendre, qui te voient pas juste comme une ligne, et avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges intéressants parce que du fait qu'ils aient appris, du fait qu'ils aient compris ton problème, ils vont participer à la résolution du problème que tu essayes d'adresser, en fait. Donc on embrasse
Kevin Kuipers du Galion qui a vraisemblablement très bien compris le problème. Oui, tu peux, ouais. Les amis de Seedcamp. Seedcamp, Je exceptionnel, oui. renvoie vers les podcasts qu'a fait Sia Mathieu avec notamment, Sia ouais. notamment. Des fonds comme Hello World, Et Irregular, Rodrigo, ouais. Operators, Noé. Operators, On Noé. invitera aussi sur le Ouais. podcast. Donc, vous avez annoncé 3 millions il y a quelques semaines. Ouais. Bon, le tour a été C'était bouclé il y a en quelques dollars, un mois. peu moins en euros, mais ouais. Parlons-en de cette levée. Nous, on était un peu, comment dire, pas en shadow, mais on s'appelait, tu Ouais. me parlais de ta levée, on voyait ça de l'intérieur, on te donnait quelques humbles conseils, on essayait de rester aussi neutre. On a cette position chez OVNI où on essaye de faire attention parce qu'on a 200 LP quand ils montent des boîtes et à bien se poser la question, est-ce que ça fit la thèse d'investissement qu'on a vendue à tous les LP, à les instituts, etc. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que tu as été finalement sursouscrit Ouais. très vite Ouais. et tu as dû faire du Tetris, enlever des gens, réduire des allocations, Ouais. ce qui n'est pas un moment évident. Alex, toi, ça t'est jamais arrivé, tu n'as jamais levé, toi. Moi, j'ai jamais levé, non. Pas Pas besoin de faire de choix. besoin de faire de choix. Non, Au mais moment de la vente. Au moment de la vente, tu as fait ta J'ai eu le sélection choix de aussi. celui qui me rejetait, oui, ça c'est vrai. Bon, Non, mais on te souhaite la même chose à peu près, hein. Le choix avec Il des fera mieux, hackers dans quelques j'en années. suis sûr. Voilà. non, mais alors, ouais, moi, jusqu'à présent, j'étais de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire, j'ai audité, beaucoup d'entreprises, j'ai contribué, à l'acquisition de beaucoup d'entreprises, de belles entreprises d'ailleurs, rencontré des entrepreneurs formidables, mais j'avais jamais, rencontré le monde des VC. Finalement, je pense que la première fois qu'on s'est parlé, là récemment, il y a 1 an, c'était, un de mes premiers contacts, pour être honnête, même avec quelqu'un qui faisait, des investissements structurés de cette manière-là. Et évidemment, j'ai eu quand même l'occasion d'être dans des boards, de parler des investisseurs, mais c'est encore une fois, c'est à post-investissement, c'est assez différent, comme relation. Mmh. Non, j'ai découvert un monde, nouveau avec des codes nouveaux, avec Gilles, en fait, mon associé, sur le papier, on avait un beau dossier, quoi. C'est-à-dire, l'équipe, on a quand même beaucoup d'expérience, on est assez complémentaires. Donc, tous les fonds qui étaient intéressés qui investissent surtout sur l'équipe, évidemment, ils étaient intéressés, par nos profils. Les fonds qui comprenaient bien les enjeux de marché, qui avaient pris le temps, parce qu'il y en a certains qui travaillent vraiment beaucoup, côté VC, d'aller cruncher, en fait, toutes les datas pour comprendre, le marché qu'on adresse, est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il y a du potentiel et compagnie? Eux, ils étaient intéressés parce qu'on se positionne sur un marché, assez prometteur. Et voilà. Et après, tu as pas mal de gens qui creusaient le produit, et c'est pareil, quand tu creusais le produit, il y avait des trucs intéressants. Donc ça a créé énormément, d'engouement. Et moi, à la base, j'étais parti naïvement sur, je voyais, en fait, les VC un peu, pour être honnête, comme une banque. Je vais voir un VC, je lève l'argent et puis je repars. Voilà, c'était, ma vision extrêmement naïve du truc quand j'ai commencé. Et puis, en parlant avec les uns les autres, et en parlant notamment avec toi, Arnaud, qui m'a beaucoup aidé, merci pour ça, pour m'aider à comprendre ce monde. C'était à moitié intéressé. Je me disais, bon, j'aide, mais si on a envie d'y aller avec OVNI, ça me laisse de quoi rentrer dans le tour, hein. Ouais, j'ai bien compris, non, mais je pense que tu as aussi ce côté aussi, et tu vois, je parlais des gens qui aiment bien résoudre les problèmes. Tu as aussi ce côté-là de, tu vois, tu as quelqu'un qui arrive avec une situation et tu sens que tu as ce vrai truc de je me mets à sa place. L'empathie, hyper important. Je me mets à sa place, j'essaye de comprendre, en fait, dans quelle situation il est. Je vais l'aider, en fait, à détricoter le truc, et c'est ce que tu as fait, et ça m'a beaucoup aidé, merci. Et au final, on s'est retrouvé avec une cap table avec, je pense, 35 lignes dessus, où on s'est retrouvé à faire un peu d'ingénierie de cap table, parce que, au fur et à mesure des discussions, on a compris l'intérêt de mettre tel ou tel acteur autour de la table, ce que ça pourrait nous apporter par la suite. Un axe US aussi, parce que de mémoire, tu as fait rentrer des fonds US ou des angels US Ouais. qui pouvaient t'ouvrir des portes après, parce que ton marché a l'air d'être là-bas. Ouais, on s'est assez vite orienté. Alors, je pense que notre marché, on a un besoin universel, donc je pense que notre marché, il est un peu partout dans le monde. Mais on s'est très vite, en fait, orienté vers, des gens qui avaient le plus de réseaux possible, parce qu'on se dit qu'en seed, je pense, c'est assez clé, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'OVNI, moi, c'est aussi ce qui m'avait séduit, mais plus en tant qu'investisseur. C'est le côté, tu investis, en fait, dans des boîtes, mais avec plein de gens qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent
d'une manière ou d'une autre, tu vois, on en parlait un tout petit peu Mmh. avant, Mmh. contribuer aux aventures des uns et des autres, en fait. Et très vite ensuite, je me suis dit: «OK, il faut plutôt que j'aille vers des gens, en fait, qui ont ça, qui ont beaucoup de connexions, qui peuvent nous ouvrir, en fait, énormément de portes pour nous aider à faire du discovery, pour nous aider, en fait, à aller trouver, nos premiers clients et qui, par la suite aussi, bah, si on a des tours, suivants à structurer, bah, auront suffisamment de réseau et seront suffisamment reconnus pour pouvoir, bah, nous aider à structurer ça correctement». En fait, j'ai appris que lever des fonds, c'est une vraie compétence que j'avais pas. Je pense que c'est, le genre de compétences, j'espère que tu as acquises. Une fois que tu les as acquises, ça sert plus à grand chose, hormis les partager avec d'autres qui ont besoin de le faire. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est un peu comme les gamins, tu vois? C'est un peu ingrat. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 petites filles, qui sont, formidables. Tu vois? Je sais que chaque étape de leur vie que je passe, bah, je me sens un peu plus compétent. Mais bon, a priori, j'en aurai pas d'autres. Donc, c'est une compétence que tu as acquise, mais qui C'est sera un plus one utile shot, pour bah, oui, j'adore. voilà. Bon, alors, j'espère que la levée de fonds, ce sera, tu vois? Que chaque étape, ce sera un one shot parce que, bah, quoique après, je sais Ah, pas. je pense que tu as des interlocuteurs différents. S'il y a un truc que je peux partager, après on va rentrer dans la technique. Alex, tu as peut-être fait ta liste de questions ou elle est en train d'arriver. Hem, Tu vois, nous, un truc qu'on a compris, Mmh. en parlant avec les équipes de BPI France, tu vois, ils nous ont envoyé, 30 ou 40, pages Word avec des Ouais. questions et cetera. C'est que justement, c'était pas du one shot et tu vois, on a pris ces questions-là, on a répondu, on s'est dit: «Ça, on va le transformer, ça va devenir une plaquette corpo». Et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé derrière à aller chercher un PwC et une mutuelle et aller au hardcap du fonds parce qu'on s'est dit: «Bah, c'est pas un one shot et en fait, rien ne se perd, tout se transforme» et cette matière-là, et donc je pense que l'enjeu quand tu fais un seed, c'est à la série A, les gens vont demander beaucoup plus de data, à la série B, ça va beaucoup être plus financier, vision et cetera et donc c'est une compétence que tu as acquise mais qu'il faut faire évoluer, je Non, je pense. suis d'accord. Parce que quand je disais, c'est tu l'as acquis pour le seed. Après, évidemment, Hein, quand tu fais la série A, bah, tu es obligé de, toi, c'est, ça. level suivant, donc tu go la difficulté est supérieure, mais bon, tu as ta petite base du seed, Mmh. j'imagine. Après, on verra Mmh. si on découvre ça Et tu quand as on le le boss de découvre. fin de niveau, c'est l'exit, hein, faut le savoir. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ce que nous disait Marie Houtier, l'autre jour, au bureau. Elle nous racontait, bah, qu'une fois que tu avais traversé, les process de due diligence à la fin et cetera, ça c'est bon. À vie, tu te dis: «Bon, bah, plus rien m'effraie sur ce genre de sujet-là». Mmh. Mathieu, il a ce truc dans son podcast qui dure 3 heures où il va se, boire un café et puis il laisse l'invité face au micro. Moi, je vais pas faire ça, mais tous les 2, si on devait parler technique et je vous laisse discuter 5 ou 10 minutes Mmh. sur la technique, sur le produit et cetera. C'est quoi les questions, que tu auras envie de poser, Alex, à Julien? Bah, moi, c'est déjà alors, bravo déjà pour le nom, Placard avec un K, moi j'adore le K, ça rappelle Placard Corp avec K, avec un K, le Corp avec un K aussi. avec Et corps et pas et avec un j'ai pas fini l'engine, l'engine qui fait tourner les données, enfin le moteur, il s'appelle Closet avec un K, OK, référence à placard en anglais, et on a un petit nouveau qui arrive qui s'appelle Pétard pour placard tard. trop bien, excellent. Donc, bah, on va C'est de l'humour de geek, je peux pas comprendre, donc je les non, laisse, je les laisse. moi je suis fan, je suis déjà fan. Alors, bah, on va commencer d'abord, avant de parler tech, c'est quoi le problème que tu résous? Ouais. Alors le problème qu'on résout, c'est un problème qui est assez universel, qui est comment dans une entreprise, tu protèges tes données, et c'est un problème qui a énormément évolué dans le temps. Essentiellement parce que, la quantité de données a augmenté, les besoins de sécurité sur ces données ont augmenté significativement, les sources de données que tu as eues dans l'entreprise se sont énormément diversifiées, et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché, qui est adressé par des solutions qui sont, extrêmement complexes d'utilisation, qui sont extrêmement limitées, généralement, sur le côté sécuritaire, et aussi très limitées sur leur capacité à absorber des données, en fait, et mon associé Gilles, qui est, bon, le vrai génie derrière tout ça, hein, lui, ça fait, 10 ans qu'il travaille sur la technologie sous-jacente. C'est un très, très gros contributeur open source. Il a travaillé notamment, il est toujours, core contributeur sur OpenBSD, une alternative à Linux. Il a créé OpenSMTPD, qui est un des serveurs mail les plus utilisés dans le monde, tout seul, et il Waouh! l'a maintenu, enfin, tout seul, ils étaient quelques-uns, mais c'est Mmh. essentiellement lui qui a drivé le projet. Et il a pas mal d'autres hobbies comme ça, et un de ses hobbies, c'était de se dire,
On n'a pas de bonne solution aujourd'hui, pour, régler le problème du backup, et donc il m'a suivi dans pas mal d'expériences qu'on a eues en commun où on a eu à gérer des très grosses infrastructures et il s'est dit: «OK, il faut que je commence à réfléchir, en fait, comment régler ce problème-là avec toutes les contraintes modernes, liées à ce problème» et de trouver quelque chose qui soit facile d'utilisation surtout parce que aujourd'hui, c'est un des principaux freins à l'adoption. Et donc il a développé Placard, et donc voilà, enfin, on a ça l'histoire commence comme ça, en fait. OK. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, les données sont un peu partout. Elles peuvent être en local, elles peuvent être, dans une base de données, elles peuvent être dans le cloud et cetera. Exactement. En fait, c'est extrêmement vaste et à un moment donné, il faut les rapatrier à un autre endroit. Alors, ce que j'ai bien aimé sur votre site web, c'est que vous faites un comparatif entre Placard, qui est le nouveau composant, en face d'un Docker. Docker, il y a quand même une dizaine d'années, d'existence, Ouais. cette technologie-là, qui est vraiment la containerisation qui a permis de passer les applications un peu partout et de les transférer hyper facilement sur des infras différentes. Ouais. Et votre ambition, ce que j'en ai compris Ouais. de par votre site web, c'est vraiment de créer la même technologie, mais finalement sur la data, qu'elle vienne d'une base de données ou donner l'exemple, par exemple, de Notion. Je suis grand fan de cet outil-là sur, des tas de sujets. Il faut le sauvegarder, c'est pas simple. Il y a une politique de sauvegarde qui est sûrement quelque part chez Notion, mais quand tu es une boîte et que tu fais confiance à cet outil-là, ça devient quelque chose de critique. Il faut aussi que tu t'en occupes. Je veux juste partager un truc, la politique de sauvegarde de Notion, elle est nulle. On a essayé de backuper un fichier, on n'a pas pu le réimporter. Enfin, je veux bien un cours après à l'issue de ce podcast, mais en tout cas, moi, ça a été un enfer, hein. Ouais. Bah, en fait, alors déjà, effectivement, le sujet, c'est que nous, on essaye de résoudre un problème, qui est le problème de la protection des données, donc de leur sauvegarde et de leur restauration. Mais en fait, pour faire ça, on a dû développer une technologie qui s'appelle Closet, qui est très proche, enfin qui fait pour les données ce que Docker fait pour le compute. Mmh Donc mh. on pense qu'on tient en termes de standard quelque chose d'assez nouveau qui permet en fait de stocker des données de manière immutable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les modifier et de les transporter, comme tu le disais, sur n'importe quel type de système, que ce soit du cloud, dans une base de données. Et on pense que c'est un besoin assez, important de l'informatique moderne, bien au-delà, du cadre, des sauvegardes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on a de plus en plus de mal à savoir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Donc, être capable en fait de stocker des données et d'être capable de fournir la preuve qu'elles sont authentiques, c'est quelque chose qui va devenir dans énormément, Mmh. de workflow, je sais pas comment on dit en français, de processus Mmh. métiers hyper importants Mmh. pour les entreprises. Et donc spécifiquement sur le sujet des sauvegardes, ce que ça apporte, c'est que un, on est capable de faire de la sécurité de bout en bout aujourd'hui, ce qui est pas en fait, ce que là où aujourd'hui la plupart des solutions sont incapables de faire. Donc on chiffre vraiment les données là où on les prend et on est capable de maintenir ce chiffrement tout au long de la chaîne sans rupture. On est capable de stocker ces données à très faible coût. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un dans une startup hier qui m'a dit: «Mais en fait, vous êtes en vous je sais pas si vous connaissez le TV show, la série, Silicon Valley?» Mmh mh. Le Mmh. gars, en fait, dans la série, il développe un algorithme de compression révolutionnaire et au final, ça a plein d'applications et ça devient énorme et j'avais jamais réalisé. Mais en fait, une bonne partie de Placard, ça repose là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de stocker de manière, beaucoup plus, compressée enfin, c'est pas que compressé, c'est compressé, dédupliqué, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, on est capable de prendre beaucoup moins de place pour stocker des données et avec plein d'autres propriétés cool qui s'ajoutent au-dessus, qui fait que ça ouvre une tonne de possibilités. Ça change la donne sur les backups parce que, aujourd'hui, une bonne politique de backup, ça nécessite d'avoir 3 copies de tes données et ça, je l'explique toujours avec, les photos sur l'iPhone. La plupart des gens se disent: «Cool, j'ai iCloud, j'ai mes photos qui sont sauvegardées sur mon iPhone», mais en réalité, bah, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous avez un ado, qui est un peu, en rébellion ou un partenaire en français, ouais, un ex-partenaire qui, est en colère contre vous, bah, il prend votre téléphone, il supprime toutes les photos, il va dans les éléments supprimés les 30 jours, il supprime tout et c'est fini. Vos données, elles n'existent plus. C'est pas un backup, c'est une synchronisation, en fait, sur Mmh. iCloud. Mmh. Et aujourd'hui, bah, typiquement, c'est un des trucs qu'on va sortir, dans les prochaines semaines un peu pour faire le buzz. On va fournir un moyen de faire des backups, d'iCloud aujourd'hui, enfin d'iCloud, spécifiquement d'iPhoto, et de pouvoir les sauvegarder, chez un autre fournisseur ou peu importe, sur votre disque dur local où vous voulez. Mais en fait,
la problématique aujourd'hui, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, elles ont énormément de données partout. Elles pensent qu'elles sont sauvegardées avec l'illusion du cloud. Notion en est un très, très bon exemple. Mais en fait, tous ces providers de solutions, cloud, ils se déresponsabilisent systématiquement, en fait, du backup. Donc c'est pour ça que Placard, on l'a mis open source pour créer, en fait, l'écosystème le plus large possible, pour être capable d'aller chercher, en fait, toutes les sources de données possibles, d'être capable d'aller sauvegarder, bah, évidemment, les mails. Aussi, beaucoup de gens se disent: «Les mails de mon entreprise sont sauvegardés parce que j'utilise, Google ou j'utilise Microsoft». En fait, aujourd'hui, ils ne fournissent aucun backup de ces mails. C'est-à-dire si vous perdez des mails, en fait, ils seront pas capables de les restaurer, en fait. C'est la vraie responsabilité de l'entreprise de sauvegarder et d'aller faire toutes les autres applications, les Notion, les outils, de service client, les outils, de comptabilité, évidemment tous les fichiers, toutes les données importantes des entreprises. Et aujourd'hui, il y a très peu de solutions qui sont capables d'aller partout parce que c'est des solutions propriétaires, fermées, et que l'entreprise porte seule le développement de la totalité des connecteurs. Nous, ce qu'on introduit, en plus d'un certain nombre d'évolutions technologiques majeures sur le stockage, la sécurité des données, bah, c'est la possibilité à n'importe qui, à n'importe quelle entreprise de développer un connecteur qui permette, de sauvegarder ses propres données ou qui permette à ses clients de sauvegarder, en fait, ces données. Mmh. Dans C'est hyper intéressant ceci et j'aimerais, voir paraphraser pour essayer d'aller encore plus loin. Donc le conteneur, le closet, c'est lui qui va avoir la couche de sécurité qui va Ouais, permettre d'authentifier tout ceci. On peut décider de le mettre n'importe où en local, sur cloud, ouais, sur un S3, peu importe, allez, exactement. enfin dans un glacier même si on va plus loin. Bah, on a le support de Glacier, ce qui est Voilà. vital, hein, parce qu'en fait, la Alors plupart des. juste pour les gens non techniques, un glacier, c'est Alors, en fait, ça, non, mais c'est un sujet qui est important à comprendre. En fait, le truc, c'est que le sujet de la protection des données, il touche tout le monde, enfin, qu'on soit particulier Mmh. ou des entreprises. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une donnée, sauvegardée, protégée, elle ne l'est que si à un moment donné, elle est offline. C'est-à-dire qu'elle est complètement déconnectée de tout système informatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est face à des menaces informatiques qui sont des entreprises, extrêmement, riches, qui sont supportés par des États, qui génèrent des milliards d'euros. Donc le marché du hacking aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement profitable, auquel je pense il n'y a pas de VC, heureusement qu'il n'y a pas de VC qui investissent dedans, mais c'est des marchés qui sont très florissants, sur lesquels il y a une très grande compétition et donc les techniques d'attaque sont de plus en plus sophistiquées. Un hacker, qui veut, vous voler vos données, la 1re chose qu'il va essayer de faire, c'est il va essayer d'aller attaquer vos sauvegardes pour pouvoir récupérer toutes les données de l'entreprise d'un coup. 1re chose, récupérer les sauvegardes. Si elles ne sont pas sécurisées correctement, bah, il a d'un seul coup accès à toutes les données de l'entreprise. Ça lui donne un premier axe pour vous soutirer de l'argent parce qu'il a vos données, vous ne voulez pas que ça se sache, donc il a un moyen de pression sur vous pour vous faire chanter, vous faire payer. La 2e chose qu'il va faire, c'est essayer de détruire le plus de données possible. Parce que la situation idéale, c'est il a vos données et vous les avez plus. Mmh. Alors là, bah, vous êtes quasi garanti que le client, enfin la personne en face va payer, enfin le prospect, enfin à ce niveau-là, c'est presque ça, quoi. C'est-à-dire, je vais aller prendre toutes les données de l'entreprise, je vais les détruire et je vais lui dire: «Beh, je ne te paye enfin, si tu ne me payes pas, je ne te rends pas tes données». Et donc, la seule manière en fait de contrer les attaques les plus sophistiquées, c'est d'avoir une copie de ces données qui soit totalement déconnectée de tout réseau, qui fasse que, bah, ces personnes ne puissent pas avoir accès à ces données et ne puissent pas les détruire. Mmh. Donc voilà. C'est une très bonne, introduction à la cybersécurité parce que c'est des gros cas qui sont arrivés actuellement, bah, les hôpitaux, quelques services Mmh. publics ou même des boîtes privées qui ont été attaquées, Bah, ou grosso modo quasiment toutes les boîtes privées. Enfin, je veux dire, quasiment toutes. c'est un tabou, peu de gens en parlent, mais aujourd'hui, la plupart des entreprises Mmh, privées mmh, sont attaquées, la plupart payent, mmh. la plupart passent l'information sous le manteau et c'est pour ça que les business derrière, de Sont florissants. ransomware sont florissants parce que ça génère beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je critique absolument pas les entreprises qui payent, hein. La plupart du temps, elles ont absolument pas le choix. Mmh. Et en fait, ce qui est inquiétant, et c'est pour ça aussi que les pouvoirs publics se mobilisent un peu en Europe sur ce sujet-là, c'est que étant donné que c'est un business qui est de plus en plus compétitif, les attaquants s'intéressent à des business de plus en plus petits maintenant, jusqu'à même des particuliers à certains moments, ce qui va poser d'autres types de problèmes. Donc ce qui avant était en fait réservé à quelques grandes entreprises qui se faisaient attaquer parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, bah, on voit maintenant que l'IA et tous les nouveaux outils qui leur permettent en fait d'aller beaucoup plus vite,
font qu'ils ont des cibles, qui sont beaucoup plus larges et qu'aujourd'hui, bah, il y a pas beaucoup de business qui sont épargnés. Enfin, que Mmh, ça va mmh, ça mmh, va ça va de la très grande entreprise jusqu'au dentiste, quoi. mmh. Je pense que Ce tu qui as moyen de très bien gagner ta vie en attaquant les particuliers avec leur nassinologie versus des entreprises. Ouais et puis le problème des particuliers, c'est que c'est souvent ça donne des histoires qui sont horribles parce que c'est des c'est des gens qui sont extrêmement vulnérables, tout le monde a son jardin secret dans ses photos ou autre et le fait que quelqu'un les ait, ça peut générer Ouais, c'est énormément beaucoup plus d'angoisse. sensible. Bah, ça amène même à des situations de suicide, à des choses qui sont vraiment pas de mmh, manière mmh, générale, c'est des gens qui arrivent, qui viennent chez vous, qui vous volent des choses, qui les détruisent. Enfin, c'est un crime, hein. mmh. Vas-y. On n'a pas répondu à ta question, du coup, glacier? Ouais, Glacier? glacier pour les gens qui nous écoutent, Ouais, alors Glacier, on parlait d'avoir ses sauvegardes, d'avoir une copie offline. C'est un service qui a été d'abord créé par, Amazon AWS, qui permet en fait d'avoir en fait une copie de ses données sur bande Mmh. magnétique, et ces bandes, elles sont complètement, déconnectées. Ce qui fait que, on a toujours une copie en fait de ces données à froid quelque part. mais l'avantage, c'est que ça coûte moins cher comme type de stockage. Ouais, Tu mets un peu plus longtemps à y accéder, et cetera, mais ouais, c'est ça le principe du glacier, quoi. il y a un exemple célèbre, récent en fait, c'est Unisuper, le fonds de pension australien, 125 milliards sous gestion. Heu, Eux, sur le papier, ils faisaient tout correctement. C'est-à-dire, ils étaient hébergés chez Google, ils avaient, 2 sites qui étaient redondés, l'entreprise parfaite qui se sent à l'abri chez un cloud provider qui a respecté toutes les bonnes pratiques. Et là, alors c'est même pas un sujet de ransomware ou d'attaque informatique chez eux, c'est un employé de Google qui fait une erreur, qui supprime leur compte de facturation et en cascade, ça supprime toute leur infrastructure sur les 2 zones. Ils ont 125 milliards sous gestion, 620 000 pensionnaires, des gens qui du jour au lendemain ont plus accès en fait à leurs fonds. Et donc à l'échelle de l'Australie, le plus grand fonds de pension australien et pendant 2 semaines, plus rien. C'est-à-dire, tu sais pas si un jour tu reverras ton argent. Enfin, ça vous imaginez le bazar que ça a créé dans le pays. J'utilise toujours cette histoire plutôt que des histoires tragiques parce qu'elle se finit bien. Ils avaient une copie de leurs données chez un autre prestataire, et ils ont réussi en fait en 2 semaines à remonter toute leur infrastructure, Ce qui est un vrai défi. ce qui est un vrai défi et ce qui montre leur maîtrise opérationnelle des choses. Moi, aujourd'hui, 75 des boîtes auxquelles je parle, elles ont à peine une sauvegarde de leurs données, généralement chez le même prestataire. Elles ont un niveau d'exposition qui est complètement dingue, Mmh, en fait. La mmh. plupart des CEO auraient une idée de comment se sauvegarder les données dans leur boîte et je pense qu'ils en dormiraient pas la nuit, en fait. Mmh. C'est ce qu'on a vu, par exemple, à l'incendie, OVH à Strasbourg, où il Mmh, y avait des sauvegardes qui étaient répliquées dans la colonne suivante, dans le bâtiment suivant. La start-up, c'est arrivé à une de mes start-up. Je perds ma bécane parce qu'elle a cramé. La sauvegarde était dans le bâtiment d'à côté, d'où ils ont coupé le courant, donc j'y pouvais pas y accéder pendant un mois. Pendant un mois, plus de prestations sur un 500 lignes, quoi. Et ouais, là, tu te dis, ouais. il faut changer le système, quoi. Et ça, c'est une des forces de Placard, c'est tu peux prendre en fait, Mmh, tu sauvegardes sur, un closet et ce closet-là, tu peux le dupliquer autant que tu veux sur, différents prestataires. Pour plein de raisons techniques dont on va pas parler aujourd'hui, ça coûte moins cher en fait que de le faire avec une autre solution, mmh. notamment parce qu'on utilise moins de réseaux, moins de bandes passantes, moins d'espace de stockage, et qu'on est capable en fait de fournir beaucoup plus de ce qu'on appelle des points de restauration. Donc on est Mmh. capable de se faire des points de sauvegarde beaucoup plus fréquents, tout en utilisant beaucoup moins de ressources en fait et de pouvoir en fait, vous donner la possibilité de placer ces sauvegardes à différents endroits en fait. Pour les gens qui nous écoutent, ton persona, le type de clients là, qui vont vous intéresser, de façon prioritaire sur les 12-18 prochains mois? Bah, c'est toujours pareil, nous en fait on va essayer de faire un produit qui est le plus fair possible. En fait, le fait d'être open source et de, on se crée aussi une dette vis-à-vis de la communauté, et cette dette, on compte notamment l'accomplir en laissant en fait toutes les entreprises, peu importe leur taille, en fait, utiliser notre produit. Donc on va adopter un modèle de facturation, qui a pas un coût d'entrée en fait extrêmement élevé, où c'est vraiment, au giga de données en fait de sauvegarde, de sauvegarder. Pour les startups, il faut qu'on définisse la limite, mais probablement jusqu'à série A, on va offrir le service. De telle manière à ce que, en fait, tous les gens qui aujourd'hui ne font pas de sauvegarde, alors les startups souvent elles font pas de sauvegarde parce qu'elles savent pas si elles seront encore en vie demain.
à tort, hein, parce que encore hier, j'en parlais avec, et c'est pas pour leur vendre la sauce parce que de toute façon, on compte pas les faire payer. Mais vraiment, faites quand même gaffe un tout petit peu à ça parce que j'ai eu encore une fois, je parlais avec une dizaine de CTO hier, il y en a au moins 2 qui m'ont cité des exemples où ils ont failli tout perdre et où ils ont tout perdu, parce que, ils avaient pas fait de sauvegarde sur leur startup. Donc et on parle pas uniquement d'attaque informatique, hein. Je veux dire, dans 90 des cas, les problèmes de suppression de données, c'est un humain qui a fait une erreur, hein. Enfin et donc il faut enfin, quel que soit le business, que ce soit, qu'on soit dentiste, charpentier, ainsi de suite, il faut faire des sauvegardes. Donc on a une vraie mission, je pense quand même, qui est de rendre en fait ça accessible, au plus grand nombre. Pour le moment, le produit, il est assez technique. Donc notre persona, pour te répondre, bah, c'est, essentiellement des gens qui ont l'habitude d'automatiser en fait des choses sur de l'infrastructure. Donc on va aller, viser, des, SRE, des, platform engineers, des gens qui font du DevOps. Donc des gens qui ont, l'habitude d'utiliser en fait des API, des, produits en ligne de commande. Mais on va aussi monter en puissance en parallèle sur notre interface, graphique pour pouvoir en fait, laisser le plus grand nombre pouvoir utiliser l'outil en fait. Avec toujours cette idée que aujourd'hui la plupart des outils du marché, le coût d'entrée, il est énorme, il faut parler à un sales, les licences, elles sont tout de suite extrêmement onéreuses. On a vraiment en fait ce truc d'essayer de trouver un entre-deux où tu as pas besoin de parler nécessairement avec un commercial, où tu peux acheter la solution rapidement et qu'elle soit vraiment simplissime d'utilisation, pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, quoi. Très clair, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder, Alex? Et sinon, moi, j'ai une ou 2 questions. Vas-y, je te laisse. Hem, Ça fait combien de temps exactement que tu as lancé Placard? On a vraiment commencé à travailler dessus on va dire en octobre 2024. C'est assez récent. En tant qu'entreprise, hein. Après mon Bien associé, sûr, il fait de la R&D depuis une plusieurs années dizaine qu'il d'années, bosse dessus, ouais. dessus, ouais. Sur cette rapide et courte période, c'est quoi les défis les plus importants, auxquels tu as été confronté? Tu disais en début d'épisode: «Non, mais en fait, tous les problèmes, c'est facile, ça se règle» et cetera. Ouais. C'était quoi la grosse épine dans le pied et qu'est-ce qui te faisait justement te lever la nuit et qui te stressait? Bah, pour être honnête, sur notre courte durée de vie, Pas grand-chose? pas grand-chose. Et Enfin, donc tu sur vois? les C'est ça expériences c'est ça précédentes, des choses que tu peux partager? Le ouais. but de ce podcast, pour le rappeler, c'est on montre les coulisses de notre société de gestion. Mmh. On est vraiment dans une logique, build-in public, hem et on essaye de faire en sorte que tous les gens qui écoutent puissent ressortir de ce podcast après 30, 40, 50 minutes d'écoute en ayant appris un truc. Mmh. Là, sur le backup, sur, le leadership, sur qu'est-ce qui fait un bon CTO Ouais. et donc voilà Alors, quel je vais alors, ça des choses qui me concernent, mais qui sont assez génériques, en fait, des conseils que je donne généralement, enfin, je suis quand même pas mal de startups. La première, c'est, enfin, on dit toujours que le recrutement, c'est clé. Moi, j'ai un avis assez fort sur le fait que la plupart des startups, elles n'ont pas les moyens de travailler avec des juniors, parce que la learning curve, la courbe d'apprentissage, elle est trop longue, en fait, pour une startup, en fait, d'avoir des juniors qui vont progresser. Et que, elles ont un intérêt fort à recruter moins de personnes, mais des gens extrêmement seniors. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Placard. Enfin, l'équipe est absolument, enfin, c'est formidable, hein. C'est une des équipes, d'ingénieurs les plus brillantes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, mais ça fait une vraie différence en termes de vélocité. Le problème, c'est que les juniors, en fait, on se dit: On va économiser de l'argent parce que ça va nous coûter moins cher», et ainsi de suite. Mais en fait, le problème, c'est que, on va payer, en fait, pour leurs erreurs, ce qui est normal, en fait, dans tout Mmh. cycle d'apprentissage se fait avec des erreurs et le temps de coaching, en fait, va être super important, ce qui va lui-même générer un coût. Donc le 1er conseil que je donne systématiquement, c'est, enfin, faites attention, prenez pas de juniors et alors à l'inverse, quand vous prenez des seniors, faites attention que ce soit des gens qui aient build dans les boîtes. C'est-à-dire pas des gens qui aient juste run dans une grosse boîte ce que quelqu'un d'autre avait build, mais assurez-vous que vous avez des gens qui sont vraiment des gens qui sont là pour résoudre des problèmes, pas des gens qui ont géré même des fois des énormes départements. C'est très vrai chez les sales, hein. Souvent, en fait, je vois des boîtes qui recrutent des directeurs commerciaux qui ont généré des grosses équipes et tout en se disant: «Bah, c'est sûr, il est forcément très bon parce que vu ce qu'il a fait par le passé». Mais en fait, Là-dessus, c'est quoi le conseil? On en parlait, nous, avec un entrepreneur qui disait, c'est de faire des cas pratiques sur du recrutement. ouais, toujours.
Bah, en général, tu viens avec soit tu viens avec ton projet, c'est-à-dire tu es un contributeur open source, tu as eu des projets, tu viens avec ton projet, tu expliques ton projet. Soit on te donne un petit projet et puis tu fais le projet. Et puis si tu as pas envie de faire le projet parce que voilà, bah, c'est peut-être que tu es pas en fait dans un esprit startup où tu as envie en fait, de prendre des risques. Parce qu'évidemment quand tu vas passer, des fois, même je vois certaines startups qui donnent des projets à faire sur une semaine avant d'embaucher. Bah, évidemment, 5 jours, c'est un investissement, mais je veux dire, tout le monde là dans la startup, que ce soit les investisseurs, les fondateurs, tout le monde met une part d'investissement personnel dans l'aventure et prend des risques. Donc il faut avoir, je pense aussi, c'est un bon, moyen de détecter, en fait, si on a des personnes en face de nous qui sont prêts à prendre des risques et en fait à rejoindre l'aventure au bon niveau. Et je pense que c'est vrai, à tous les niveaux de poste, en fait, pas Mmh, seulement à mmh, à la technologie, en fait. Je pense que c'est une compétence qu'il faut avoir partout, en mmh. fait. C'est exactement ce que et c'est une de mes croyances sur les personnes qui existent. Il y a des personnes qui sont capables, bah, là, j'ai une pelote et j'arrive à l'amener à quelque chose qui est à un bon endroit. J'ai résolu le problème et ensuite, il y a une deuxième compétence qui est la compétence run qui arrive, derrière. Donc ceux qui sont capables de résoudre en première partie, ils seront suivis par des personnes qui sont capables de passer à la scalabilité derrière et c'est rarement les mêmes profils Non, c'est pas les mêmes, ouais. Parce qu'en et fait, généralement, dès que ça ronronne, les gens qui ont tendance à build, ils Ils s'ennuient et ils s'ennuient. passent à autre chose, en fait. oui. Et c'est pour ça que c'est important. Alors après, c'est pas pour les startups, mais c'est l'étape d'après. Mmh, Typiquement, c'est un mmh, truc qu'on faisait beaucoup, nous, chez VP, c'est d'inciter les gens à changer de job tous les 2 3 ans. mmh. Mais c'est vrai que les gens qui sont en situation de build, il faut régulièrement leur donner Un nouveau truc, faut les nourrir. Mmh, exactement, des nouveaux challenges, en fait. mmh, Donc ça en premier conseil. Et le deuxième, j'en ai déjà parlé. Je pense que c'est, la technologie, c'est rarement le problème. C'est, faites attention, tous les gens moi, je vois des gens côté startup me disent: «Ah mais tu as de la chance, tu as pas encore une grosse équipe de commerciaux qui vous fout la pression pour, délivrer des trucs» et ainsi de suite. Non, mais en fait, bon, cette pression-là, déjà, généralement, elle est saine, donc il faut l'accepter. Et de 2, bah, prenez aussi des gens qui sont raisonnables côté commerce et qui vendent pas n'importe quoi. C'est-à-dire qui ont ce vrai truc de je fais partie de l'équipe qui est en mmh. train d'essayer de résoudre un problème, je le comprends et je suis capable de faire partie de la solution en étant capable de discuter intelligemment avec la Avec le tech client. pour bien prioriser les features et ainsi de suite. Et ça ne se passe que si tu recrutes des gens, encore une fois, qui ont une démarche, d'ingénierie, d'essayer d'optimiser des process, de les régler. Et donc, ouais, c'est ne prenez pas des gens dans vos boîtes, qui, sont hermétiques à la technologie. Et je le vois trop souvent, en fait. Mmh. Merci, Julien, d'être, Merci. venu raconter ton parcours, au micro de ce podcast OVNI. Alex, je crois que Merci à vous. notre, dernier enregistrement, c'était décembre 2023. Oh putain, ça date. Donc ça date. Pardon. Ravi, on mettra un bip, d'avoir, passé ce moment-là avec toi en Oui. studio. Puis j'ai bien aimé la petite passe technique entre vous 2. Hem, à bientôt. À bientôt. On te contacte où? Sur, LinkedIn, Twitter, enfin X maintenant, par mail? X, je suis moins fan maintenant, mais LinkedIn, Blue Sky, email, ouais. Génial. Très bien. À bientôt tout le monde, merci À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Ciao, Au ciao. revoir.